Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre participation au webinaire Direct Dirigeant de présentation des résultats annuels 2023 de ICAP. Nous sommes aujourd'hui en présence de Yann Digou, directeur général, Shora Rockny, directrice M&A et en charge de la stratégie d'intégration, et Arnaud Lecoguic, directeur financier. Après la séance de présentation, je vous rappelle que vous pourrez poser vos questions en utilisant le module en bas de votre écran. N'hésitez pas justement pendant la séance ou pendant la séance à la fin à poser toutes les questions que vous profitez-en d'interagir en direct avec le management. Voilà, je laisse désormais la parole au management de ICAP. Une bonne présentation. Merci Louis-Victor. Bonjour à tous. Donc j'ai compris qu'on avait le contrôle sur les slides, mais non, ça marche pas. J'aurais aimé passer au slide suivant. Merci. Donc, comme le disait le titre, nous sommes des experts en circuit imprimé. Qu'est-ce que c'est qu'un circuit imprimé? On le voit en photo. C'est une plaque sur laquelle on monte des composants, pour vulgariser. Alors, le circuit imprimé, c'est un produit très complexe. Donc, je ne vais pas décliner toutes les technologies qui existent dans ce métier. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on livre ces plaques à nos clients, les circuits imprimés nus, et eux montent les composants derrière. On peut avancer. Slide suivant. Merci. On fabrique aussi des pièces techniques sur mesure. Je reparlerai un petit peu plus loin via notre filiale CIPEM. C'est un marché important pour nous, qui est prometteur de forte croissance pour l'avenir. Pareil, je ne vais pas décliner toutes les pièces qu'on fabrique. En règle générale, ce sont toutes les pièces qui viennent se greffer autour du circuit imprimé. Slide suivant. Alors, qu'est-ce que c'est que notre métier? Nous sommes fabricants de circuits imprimés et de pièces techniques. On approvisionne majoritairement en Chine, et on le verra un peu plus loin aussi en dehors de Chine. Notre premier métier, c'est d'apporter un support technique à nos clients, les aider à développer leur dossier, mettre au point leurs produits. Hop, ça rebalaye. Merci. Non. On peut revenir sur le précédent? Merci. Et on gère également le sourcing, la qualité et la logistique. Grâce à nos effectifs en Chine, on a 200 salariés en Chine qui qualifient nos fournisseurs. On a une AVL de plus de 60 fournisseurs en circuits imprimés et en pièces techniques, qui s'occupe de gérer les achats. Donc évidemment, pour nos clients, c'est très intéressant de passer par nous pour profiter de notre puissance d'achat. Nos équipes gèrent également la qualité via des audits auprès de nos fournisseurs. On a aussi des inspecteurs dans les usines. Et puis, on a nos propres laboratoires pour contrôler la qualité des produits fabriqués. Et bien sûr, on assure toute la logistique via notre supply chain. On est aussi capable de gérer le stockage à proximité de nos clients. On le verra aussi un petit peu plus loin, puisqu'on a des centres de stockage un peu partout dans le monde. Slide suivant. Merci. Alors, des circuits imprimés et des pièces techniques, il y en a partout où il y a de l'électronique. On le voit ici, que ce soit dans le médical, l'automobile, l'informatique, les télécoms, etc., etc. Partout où il y a de l'électronique, on est présent. La taille du marché va être au-dessus de 90 milliards de dollars en 2029. Ça, ce sont des chiffres qu'on a récupérés auprès d'une agence qui s'appelle Intelligence Mordor, qui est une agence américaine et qui, en général, ne se trompe pas sur ses prévisions. Donc, c'est plutôt porteur pour nous. Slide suivant. Merci. On a un paysage concurrentiel qui est très, très fragmenté. Comme on le voit, on a trois concurrents principaux, NCAB, Fineline et Palpilot, et une multitude de petits acteurs locaux qui sont pour nous autant d'opportunités d'acquisition. Shora en parlera un peu plus tard. Alors, comme on le voit, on fait un peu moins de chiffre d'affaires que NCAB, qui est le premier fabricant au monde. Par contre, on a une gamme de produits plus étendue et une présence internationale beaucoup plus importante que NCAB. Slide suivant. Merci. Groupe ICAP aujourd'hui, on fait 83% de notre chiffre d'affaires dans le circuit imprimé et 17% via notre filiale CIPEM, donc je le rappelle, qui gère toutes les pièces techniques sur mesure. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est principalement sur les petites et moyennes quantités, qu'on est spécialisé aussi sur l'express. En fait, on a un intermédiaire clé entre nos clients et les fournisseurs qu'on a un peu partout dans le monde. Merci de passer au slide suivant. On a une forte diversification, comme on le voit ici.
Donc, grosse présence en Europe qui est liée à l'histoire du groupe, mais on se développe beaucoup aussi sur tout le continent américain. Et puis, on a une présence aussi dans le reste du monde, en Asie notamment. Ce qui est intéressant ici, à droite, on voit qu'on est bien réparti par segment de marché. En fait, ce qu'on voit là, c'est assez représentatif de notre métier. Alors, on a une question assez fréquente. 8%, c'est pas un pourcentage important dans les télécoms, mais c'est normal. Des acteurs comme Samsung ou Apple n'ont pas besoin d'acteurs comme nous. Ils ont leur bureau sur place en Chine. Ce sont des sociétés gigantesques. Et c'est vrai que si on compare à l'automobile, on peut s'étonner de 21%. Alors souvent, on pense que les marchés automobiles, ce sont des gros volumes, mais comparé aux télécoms, ce ne sont pas des gros volumes. Et si dans les automobiles, il y a beaucoup d'électronique, mais c'est beaucoup d'électronique avec beaucoup de capteurs, beaucoup de petites surfaces en circuit imprimé. Donc en termes de fabrication, ce ne sont pas les volumes qu'on trouve dans les télécoms. Slide suivant. Merci. Le groupe en bref, 650 salariés, 179 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, plus de 3600 clients. On est présent dans plus de 60 pays, on a plus de 77 fournisseurs, un peu partout dans le monde. Et puis on voit ici notre portefeuille, notre ligne commande moyenne est autour de 3 000 euros, qui au fond est assez faible. Et c'est représentatif de notre métier. Alors, chose importante, on a également 3 usines. Une usine de circuits imprimés en Suède, une usine de circuits imprimés en Afrique du Sud et un atelier de fabrication de claviers en France. Ça, ce sont nos usines. Alors que les fabricants qu'on a en Chine ou en dehors de Chine, qualifiés, ne nous appartiennent pas. Et puis, point important, 75% du capital est détenu par le fondateur du groupe et les salariés et le management. Slide suivant. Merci. Qui sont nos clients? 50% sont des OEM, donc des fabricants de circuits imprimés, et 50% de nos clients sont des EMS. Les EMS sont les gens qui montent les composants sur les circuits imprimés nus. Et ce sont les fournisseurs des OEM. Et comme on le voit, on a une bonne répartition entre les deux. Plus de 3600 clients actifs, j'en ai parlé. 70% de nos clients ont plus de 5 ans d'existence dans le groupe. On est sur des métiers où nos clients, une fois qu'ils sont rentrés, ce sont des métiers complexes. C'est compliqué de rentrer de nouveaux clients. Mais quand ils sont rentrés, ils sont pour une période très longue avec nous. C'est lié à la complexité des produits qu'on fabrique pour eux. Un point très important, notre premier client pèse juste un peu plus de 3% de notre chiffre d'affaires et on voit que les 30 premiers clients ne pèsent que 29% du chiffre d'affaires. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si on perd, entre guillemets, un gros client, ça n'impacte pas beaucoup nos activités. Slide suivant. Là, on voit nos implantations. Donc, en Chine, je vous disais qu'on a 200 salariés qui gèrent l'ensemble de ce que j'ai expliqué précédemment. Mais on a également des fabricants en Corée du Sud, à Taïwan, en Thaïlande, au Vietnam, en Malaisie. Et puis, on a aussi des fabricants qui travaillent en Europe. En dehors de nos usines, bien sûr, que j'ai évoquées précédemment, on a aussi des fabricants qualifiés en Europe. Et puis, on a aussi des centres de stockage en Europe, en Allemagne, en Hollande, en France, en Italie et sur le continent américain, aux USA, au Mexique et au Brésil. Alors ça, c'est important. Ça permet d'amener du stockage à proximité de nos clients et à avoir des livraisons fluides avec des lots plus petits. Slide suivant. Je vais te passer la parole, Arnaud. C'est ça. Merci Yann. C'est moi qui vais vous prendre la parole dorénavant. Donc, je vais vous présenter les résultats du groupe ICAP pour 2023. Donc, ici, on voit donc une évolution depuis 2019 avec un taux de croissance annuel moyen qui est juste inférieur à 10%. Donc, on a communiqué tout au long de l'année sur le marché tel qu'il était en 2023, qui était un marché complexe, en recul chez toute l'activité de production de circuits imprimés. Donc, ce recul, il nous amène à un chiffre d'affaires de 180 millions. Donc, c'est une baisse de 18%. Que je détaillerai juste après. Ce qu'on a pu observer et ce qui est quand même nouvelle, c'est que même si nous, en Europe, on a beaucoup entendu parler de pression inflationniste et on l'a tous vécu, ça n'a pas été le cas en Chine. Et donc, en fait, on a connu un phénomène inverse qui fait que les prix de production étaient diminués. Et donc, mécaniquement, on a un effet prix important qui représente un petit peu moins de la moitié de cette baisse qui provient de la baisse des prix. Donc, ça reste une année en recul, une baisse de la demande
de produits électroniques dans le monde, et pour la moitié, on va dire, de cette baisse, et l'autre moitié est un effet prix qui provient des coûts de production, notamment en Chine et en Asie du Sud-Est. Si nous passons maintenant effectivement au compte de résultat et à la performance dans son ensemble, donc nous avons effectivement cette baisse de chiffre d'affaires qui nous amène à 180 millions d'euros de chiffre d'affaires pour l'année 2023. Ce qui est important à noter, c'est que on voit tout de même que notre marge brute en valeur reste sensiblement la même, et ça, c'est un marqueur fort de finalement la capacité du groupe à maintenir son niveau de rentabilité, à optimiser ses coûts d'achat au maximum pour garantir un niveau de performance et de rentabilité. Et c'est ce que nous voyons juste à la suite, c'est que nous arrivons à un niveau d'EBITDA donc de 13,7 millions d'euros. Ces 13,7 millions d'euros, ça représente 7,7% de notre chiffre d'affaires, ce qui est une amélioration de plus d'1 point par rapport au ratio d'EBITDA de l'an dernier. Donc, ces opérations-là, elles viennent donc de l'optimisation de nos achats, effectivement des synergies que nous arrivons à construire et par l'intermédiaire de Shora et de son équipe dans les intégrations de nos politiques de croissance externe de ces dernières années. Et effectivement, il y a un effet aussi qui provient des prix de transport qui, même si nous sommes aussi en mesure d'optimiser régulièrement nos routes de livraison, les coûts du fret en moyenne ont été moins forts en 2023 qu'ils ne l'étaient en 2022. Nous arrivons ensuite à ce que nous appelons un EBITDA. Donc cet EBITDA, c'est un nouvel indicateur que nous avons souhaité présenter parce que nous considérons qu'effectivement, il y a une partie de nos amortissements qui sont clairement liés à notre activité et donc lequel nous avons besoin pour réaliser notre performance, et une partie de ces dotations qui sont en fait un mécanisme d'amortissement de nos croissances externes et notamment de la relation clientèle de ces croissances externes qui en fait reflètent une stratégie mais ne reflètent pas intégralement finalement l'ensemble de la performance, on va dire, opérationnelle du groupe. Donc ces ratios-là, ils sont également en progression. Donc on a un ratio d'EBITDA qui est à 5,6% et un ratio d'EBIT qui atteint les 5% contre 4,5% l'an dernier. Donc, qu'est-ce qu'on peut en retirer? C'est que dans une année difficile, avec un recul important du chiffre d'affaires, le groupe a été en mesure de maintenir son niveau de rentabilité et même de l'améliorer. Donc, l'ensemble de nos ratios de performance, que vous voyez en dessous du compte de résultat ici, sont dans le vert. Et donc, ça confirme à la fois la résilience du business model du groupe et effectivement aussi les trajectoires de rationalisation, de synergie qui ont été entreprises dans les années précédentes et qui vont continuer à être poursuivies par le groupe afin d'améliorer sa profitabilité. Donc, l'ensemble des éléments nous amène à un résultat net donc, de 4,2 millions d'euros par rapport à 5,3 l'an dernier. Donc, ce qui reste une performance très solide au regard, effectivement, du contexte que nous avons connu au cours de l'exercice 2023. Si on regarde le bilan maintenant, donc les principaux effets qui sont intervenus sont bien entendu l'impact sur le goodwill et les évaluations incorporelles, qui est le reflet finalement de notre stratégie d'acquisition. Donc nous rappelons ici que les deux acquisitions de sociétés que nous avons faites, Fimor et Princitech en 2023, et les acquisitions d'actifs incorporels, Bordan, HLT et les 3 sociétés aux US, sont l'explication de ces variations. Un point très important sur lequel nous allons revenir, c'est effectivement la maîtrise du BFR, qui a été une réussite importante au cours de cet exercice et par l'ensemble des équipes du groupe et qui nous ont permis d'améliorer sensiblement notre situation de trésorerie que je vous présenterai par la suite. Un événement important aussi qui a un effet majeur sur notre bilan, c'est le refinancement que nous avons conclu en fin d'année 2023, qui nous a permis d'une part donc de renouveler, on va dire, l'ensemble de la dette et de restructurer cette dette que nous avions au sein du groupe, et également nous a offert des lignes de crédit complémentaires que nous pourrons utiliser au fur et à mesure des années qui viennent en fonction des besoins de croissance externe et des cibles que nous avons identifiées, que Shora vous présentera d'ici peu.
Le tableau de flux de trésorerie, je vous en parlais donc il y a quelques minutes. Donc vraiment une très grosse performance en termes de génération de cash, parce qu'on arrive à un flux de trésorerie opérationnel de 8,2 millions d'euros comparé aux 3 millions de l'an dernier. Et quand on regarde, l'effet principal de cette amélioration provient de la variation du BFR, qui s'est nettement améliorée parce que nous avons mobilisé en interne auprès de nos commerciaux pour la partie client et de nos acheteurs pour la partie fournisseur les moyens nécessaires pour limiter évidemment la consommation de trésorerie liée à nos partenaires. Donc ça nous amène à un niveau de génération de cash de 8,2 millions d'euros. Ensuite, comment nous avons utilisé ce cash? Nous avons fait des investissements pour un peu plus de 15 millions d'euros, donc que ça soit les acquisitions de titres ou les acquisitions d'actifs opérationnels. Et nous avons bénéficié donc d'opérations de financement dont je vous ai parlé en cette fin d'année pour nous permettre de poursuivre cette stratégie. Au bout du compte, nous avons dégagé une trésorerie additionnelle de 4,7 millions d'euros sur l'exercice 2023. Je vous ai présenté sur le slide suivant un bridge qui est illustratif, je pense, de cette performance, où avec une situation de départ de près de 28 millions que vous voyez sur la gauche, quels sont les effets majeurs qui nous amènent à cette génération de cash de 4,7 millions d'euros? Nous avons dans un premier temps le niveau d'EBITDA et l'amélioration de cette conversion d'EBITDA en trésorerie opérationnelle, qui est de 60% pour 2023 contre 20% en 2022. Ça reflète finalement la meilleure conversion de notre performance commerciale en trésorerie. Donc, c'est un succès commun à l'ensemble des équipes du groupe ICAP. Nous voyons ensuite que effectivement les investissements de 15 millions d'euros ont été financés donc, par les emprunts que nous avons émis au cours de l'exercice 2023. Et ensuite, nous avons pu donc, payer nos intérêts auprès de nos partenaires bancaires et verser les dividendes qui ont été décidés au cours de l'Assemblée générale de l'an dernier. Donc, cette situation nous amène à une amélioration sensible de notre trésorerie à cette fin d'année 2023, proche des 33 millions d'euros. Et donc, après vous avoir parlé de cette trésorerie, je vais passer la parole à Shora qui va vous présenter notre stratégie M&A. Merci Arnaud. Donc, effectivement, au cœur de notre démarche stratégique réside une ambition claire pour le groupe ICAP, qui est de maximiser sa création de valeur à travers 3 leviers principaux, qui sont d'abord la poursuite de notre croissance organique. Il faut rappeler que c'est vraiment le levier historique du groupe ICAP. Le groupe s'est construit durant les 20 premières années sur de la croissance organique. Ensuite, sur une politique de croissance externe offensive, puisqu'on a créé notre département M&A en fin 2020 et qu'on a réalisé depuis plus de 19 acquisitions, et par des économies d'échelle qui vont venir s'accentuer grâce à l'optimisation de nos processus et à la réalisation de synergies. Donc, notre approche rigoureuse de l'organisation va nous permettre d'absorber cette croissance future sans coût supplémentaire, ce qui va garantir également la pérennité de notre modèle économique. Si on regarde un petit peu notre stratégie d'acquisition, elle vise à rechercher activement des synergies, tant au niveau des synergies d'achat qu'au niveau commercial. Si on regarde par exemple les synergies d'achat, on va réduire nos coûts d'achat grâce à notre puissance d'achat du groupe. On va venir améliorer les conditions de paiement avec les fournisseurs et globalement augmenter notre puissance d'achat globale. Il faut comprendre que dans les acquisitions, on partage souvent les mêmes fournisseurs avec nos cibles et les sociétés qui sont acquises, et ça nous permet d'aller très rapide. C'est un processus qui dure de 1 à 2 mois et qui va venir immédiatement améliorer la marge brute commerciale du groupe. Ensuite, on va venir chercher sur le plan commercial des synergies puisqu'on va venir augmenter nos ventes et nos parts de marché grâce à une compétitivité accrue et on va venir offrir une plus grande capacité à répondre aux besoins des clients qui sont plus importants et à accroître les ventes auprès de notre base de clients existante, notamment avec les produits CIPEM, les produits techniques sur mesure et également le Quick Term.
Donc, c'est vraiment cette croissance organique post-intégration qui est intéressante parce que, comme l'a expliqué Yann, le process d'acquisition des clients est complexe et long. Et grâce aux acquisitions, on va venir travailler cette croissance organique post-intégration, ce qui va nous permettre de générer du chiffre d'affaires additionnel très rapidement. Si on regarde aujourd'hui notre équipe M&A, elle structure cette stratégie d'intégration avec rigueur et précision. Il faut savoir qu'on est alimenté en permanence par nos directeurs de business unit en local et nos executive VP qui connaissent très bien leur marché concurrentiel localement et qui viennent nous fournir un nombre d'acteurs qu'ils ont identifiés. C'est pour ça que vous en voyez plus de 500 aujourd'hui. On cible principalement et en priorité des entreprises qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 20 millions d'euros, un large portefeuille de clients, une marge brute supérieure à 25%, qui sont rentables et qui vont offrir de fortes synergies. Le succès de cette stratégie se reflète également dans notre track record d'acquisition multigéographique avec 19 acquisitions qu'on a réalisées entre 2021 et début 2024 et qui entraînent cette amélioration de notre profitabilité qu'a expliqué Arnaud lors de la présentation des chiffres. Il faut comprendre que ces acquisitions ont non seulement enrichi notre portefeuille client, mais elles ont également apporté des compétences et des expertises qui sont clés. Il faut comprendre qu'on est dans un métier technologique et c'est vraiment cette valeur ajoutée qu'on vient apporter aux clients. Donc, ça vient vraiment renforcer notre positionnement géographique, stratégique et aussi notre capacité à servir des marchés à forte valeur ajoutée. Il faut aussi savoir que dans les acquisitions qu'on a faites, on a fait l'acquisition de 2 petites usines qui sont en Afrique du Sud et en Suède et qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir servir des marchés, notamment militaires et aéronautiques, qu'on ne pouvait pas forcément offrir au préalable. Donc, c'est vraiment ce qui est intéressant dans les acquisitions, c'est de pouvoir être sur des secteurs et des marchés qui sont à plus forte valeur ajoutée. L'amélioration continue de notre marge brute est un élément central de notre stratégie et on voit bien le succès de cette approche dans le carnet de commandes, puisqu'à fin décembre 2023, on a un carnet de commandes de 50,9 millions d'euros avec une marge brute à 27,23. Donc, ce qui est intéressant, c'est l'impact positif de nos acquisitions, puisque si on regarde les acquisitions qu'on a réalisées, elles ont une marge brute moyenne pondérée de environ 31%. Donc, ce qui vient effectivement démontrer notre capacité à sélectionner efficacement des cibles pour contribuer à notre rentabilité. Et enfin, pour l'avenir, on dispose d'un pipeline robuste d'acquisitions potentielles, puisque vous voyez qu'on a 12 cibles multigéographiques avec lesquelles nous sommes aujourd'hui en discussion avancée, qui représentent un potentiel d'environ 127 millions d'euros de chiffre d'affaires additionnel. Donc, on voit bien qu'on a effectivement... on est assez confiant quant à la réalisation de notre politique de croissance externe. Donc, cette perspective globale et ambitieuse souligne également un engagement à poursuivre pour nous notre politique de croissance externe offensive, tout en maintenant bien sûr une forte croissance organique post-intégration grâce aux synergies immédiates qu'on va venir générer. Donc, on voit bien que cette stratégie M&A est vraiment un pilier essentiel de notre vision moyen-long terme et qui va nous permettre de renforcer notre position de leader sur ce marché. Je pense que je vais laisser Yann conclure. En conclusion, on garde notre objectif à terme de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. On garde nos objectifs de rentabilité. Ce qu'il faut retenir de cette année 2023 qui a été particulièrement difficile pour le marché, c'est qu'on s'en sort bien.
On a plutôt bien travaillé, on a fait performer notre outil. Dans les chiffres, on voit que malgré la structuration du groupe, parce qu'on a quand même structuré notre groupe en recrutant notamment des cadres à des postes clés, et malgré la structuration, on a réussi à baisser un peu notre masse salariale. On est en train de travailler en continu sur l'amélioration des processus, la simplification des processus, et grâce à l'amélioration de nos marges, on va continuer à suivre nos objectifs de rentabilité et d'EBIT. Donc 2023, on considère que c'était un accident sur le marché, c'est une baisse d'activité, ça a été une baisse d'activité pour toute la profession. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une reprise plutôt sur le second semestre. C'est ce qu'on voit sur l'ensemble de la profession. Donc, il y a des petits signes qui nous font dire que ça devrait tenir. Et on partira derrière pour continuer cette belle aventure. Slide suivant. Merci. Donc, je viens de le dire. Réaffirmation de nos objectifs de croissance et de la rentabilité du groupe. 500 millions d'euros, une marge de ROC à l'horizon 2026 à 9,5%. Croissance externe, Shora vient d'en parler. On a ce qu'il faut dans le pipe et on a un objectif de croissance organique annuelle de 10% par an. Tout ça, c'est réaffirmé. Slide suivant. Arnaud, tu veux dire 2 mots sur la structure de l'actionnariat ? Oui, juste pour conclure, deux éléments importants effectivement. Donc l'actionnariat qui vous est présenté, qui reste avec évidemment un fondateur qui reste toujours à nos côtés et un management très intéressé dans la performance du groupe. Donc nous avons une répartition de flottants d'environ 30%. Avec une part importante de retail et de nos propres employés. Donc voilà, cette structure nous permet d'être confiants et d'avancer dans notre stratégie qui vous a été présentée ici. Un point important pour les actionnaires, c'est aussi les dividendes. Donc le conseil d'administration va proposer à la prochaine assemblée générale le versement d'un dividende qui sera le même que celui de l'an dernier. C'est la proposition est de 20 centimes par action. Pour de la même manière pour que cet actionnariat et les investisseurs qui nous suivent, nos salariés, l'ensemble des parties prenantes puissent aussi participer à la croissance et à la performance du groupe. Donc nous allons effectivement poursuivre cette politique comme nous l'avions annoncé lors de notre introduction en bourse. Je pense que ça conclut notre présentation, Louis-Victor. Merci Arnaud. Effectivement, nous allons commencer la séance de questions-réponses. Donc, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions en utilisant le module en bas à droite de votre écran. Nous avons dès maintenant une première question concernant les prix. En fait, doit-on comprendre que ceux-ci ont baissé de 10%? Est-ce que c'est une baisse durable ou on peut envisager une hausse pour les années à venir? Je vais répondre. On a eu une baisse de prix, des prix d'achat, parce que l'activité a chuté en Chine. Qu'est-ce qui se passe quand l'activité chute? Les fournisseurs veulent du travail, ils baissent les prix. Ça va pas durer. Dès lors où la reprise va être là, les commandes vont augmenter, les prix vont repartir à la hausse. Ça, c'est écrit. Donc, dans quelle mesure, on ne sait pas encore, mais on s'adaptera. Dans notre métier, ce qu'il faut comprendre, je répète souvent les mêmes choses, il n'y a rien de pire qu'à d'avoir un marché flat. En fait, on gagne de l'argent quand les prix baissent et on doit en gagner quand les prix montent. Et cet effet de cycle à la baisse ou à la hausse est plutôt profitable pour nous dès lors où on sait bien gérer nos marges. C'est plus des opportunités que des problèmes à gérer. Alors évidemment, quand les prix augmentent, c'est pas facile d'aller voir les clients pour leur dire que les prix augmentent, mais comme c'est la tendance générale du marché, ça se fait. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Autre question? Merci Yann. Effectivement, c'était une réponse à la question pertinente. Nous avons une autre question concernant le prix cible des acquisitions. À savoir, est-ce que vous êtes en concurrence régulière sur ces acquisitions avec les 3 principaux acteurs cités? Comment fonctionnent les sociétés acquises ensuite dans le groupe? Indépendance suite à l'intégration? Est-ce que vous avez une politique de maintien des dirigeants,
quelle est votre politique aussi pour les inciter au développement d'entreprise? Voilà, beaucoup de questions en une. Shorash, je te laisse. Il n'y a pas de souci. Effectivement, on n'a pas un prix cible puisque ça dépend de la zone géographique, ça dépend de la stratégie, ça dépend du portefeuille client. Mais c'est vrai que on utilise un multiple de l'EBIT, ça peut aller entre 3 et 7 fois l'EBIT. On travaille souvent en système de complément de prix, c'est-à-dire qu'on paye un pourcentage au closing et après on essaye d'incentiver les dirigeants et les fondateurs pour qu'ils puissent rester avec nous également. Donc je réponds également à la deuxième question, est-ce qu'on garde les dirigeants? Vous avez compris qu'on est dans un métier technologique et les compétences sont importantes, donc on fait en sorte de pouvoir garder avec nous les dirigeants. Après, il arrive qu'il y ait des dirigeants qui souhaitent prendre leur retraite. Donc, voilà. Donc, on essaye de jongler notre multiple par rapport à tous ces paramètres. Mais on n'a pas de multiple précis. C'est vraiment des fourchettes qu'on utilise en fonction de la structure qu'on rachète. Et bien évidemment, on essaye de garder les dirigeants parce que ce sont des gens qui sont compétents. Tous les métiers techniques, on essaye de les garder, on les incentive. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans nos acquisitions, on a réussi à récupérer des talents et aujourd'hui qui sont au management ou au codir du groupe ICAP. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Est-ce qu'on rencontre nos principaux concurrents? Oui. Après, on n'est pas forcément tout le temps sur les mêmes acquisitions. Vous avez compris qu'il y a quand même 500 potentiels d'acquisition, donc il y a de quoi faire pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'on a une approche qui est peut-être un peu différente. Donc, c'est aussi ce que les sociétés acquises viennent rechercher quand elles acceptent de rejoindre le groupe ICAP. Merci Shora pour cette réponse détaillée. Une question maintenant sur les perspectives. Doit-on s'attendre à une poursuite de la décroissance au S1 selon les hypothèses actuelles? Et quels sont les leviers possibles de hausse de rentabilité en 2024? Je vais prendre la question. On est arrivé, notre feeling et ce qu'on voit sur le marché, tout le monde dit on est arrivé, on a touché le fond l'année dernière sur le semestre 2. La prise de commande sur le premier trimestre montre que c'est fini, c'est terminé, on ne descend plus. Peut-être qu'on a déjà une amorce à la hausse, je ne vais pas aller plus loin. Je dis souvent, pour confirmer une reprise, il nous faut au moins 3 mois de hausse de commande consécutive. Donc pour l'instant, on en est là. Tout le monde est convaincu que ça y est, on a touché le fond fin d'année dernière. Et ça a l'air de se confirmer. Après, la suite de la question, c'était... C'était sur la rentabilité, les leviers de rentabilité en 2024. Alors, les leviers de rentabilité en 2024 vont rester les mêmes. Ça va être nos marges, ça va être rationalisation de nos processus. Et aujourd'hui, on est structuré. Il faut noter quelque chose. L'année dernière, on a eu une baisse de 18% de chiffre d'affaires. On aurait pu dire 18% de chiffre d'affaires en moins, on va faire moins 18 sur la masse salariale. C'est pas ce qu'on a fait. Parce qu'on sait que ce passage difficile est difficile, mais il est ponctuel. On a gardé tout le monde à bord pour pouvoir mieux repartir derrière. Mais aujourd'hui, on est structuré pour faire beaucoup plus de chiffre d'affaires que ce qu'on fait aujourd'hui. On est prêt. Et on a vu que tout en maintenant cette masse salariale, même si on l'a baissé un peu, on a une bonne résilience, on a une bonne rentabilité. Donc, c'est prometteur pour l'avenir. On a gardé pratiquement tout le monde à bord. Donc, on est prêt pour cette croissance. Est-ce que j'ai répondu, Victor? Merci Yann. Nous avons maintenant une question sur la stratégie de financement, à savoir la limite d'endettement que vous fixez en termes de montant ou de covenante, et quel montant en fait de chiffre d'affaires votre bilan vous permettrait-il d'acheter sur l'objectif de 120 millions d'euros que vous avez fixé à horizon 2026? Arnaud, c'est pour toi. Oui, bien sûr. Non, question tout à fait légitime. Donc, comme le
le refinancement que nous avons signé avec le pool bancaire à la fin du mois de décembre, en fait, est composé donc de 2 tranches, une tranche confirmée, donc de 20 millions d'euros, et une tranche non confirmée de 20 millions d'euros. Donc, l'ensemble de ces financements potentiels, couplés à notre capacité d'autofinancement que nous avons mis en œuvre et qui démontre finalement la génération de trésorerie, doivent nous permettre effectivement de réaliser les 120 millions d'euros d'acquisition, puisque nous payons en moyenne entre 0,5 et 0,6 fois le chiffre d'affaires. Donc, les fonds sont disponibles. Nous n'attendons pas de refaire de financement additionnel, sauf cas très particuliers qui nécessiterait effectivement, on va dire, une opération un peu plus structurante. Mais non, nous avons les moyens d'atteindre les ambitions et de remplir le pipe de Chora de l'accomplissement dans les mois et dans les années qui viennent. Peut-être Arnaud, un mot sur le ratio d'endettement qu'on suit de très près, ouais, qui suit par les financiers de très près. Ils aiment beaucoup ça. Donc, on a effectivement un ratio de levier donc qui s'élève à 1,44. Donc, c'est le ratio de levier sur la dette senior. Donc, qui sera présent dans notre rapport financier annuel et certifié par nos commissaires aux comptes. Donc, ce rapport financier sera disponible la semaine prochaine sur notre site et sur Euronext et à l'AMF. Et donc, on a 1,44 cette année. La limite, c'est 2,50. Donc, on a quand même des marges de manœuvre importantes. On considère que tant qu'on est dans ces normes-là, on est tout à fait acceptable et on a un business model qui est sain de cette perspective-là. Moi, j'ai une question, Arnaud. Il faut que tu expliques ce que c'est que le ratio de levier pour les non-initiés. Alors, je vais essayer de faire très court. Voilà, c'est le rapport entre la dette nette sur l'EBITDA consolidé. Donc, ça démontre en fait finalement combien de temps de performance économique liée à l'EBITDA seront nécessaires pour rembourser les dettes moins la trésorerie disponible. Donc, concrètement, ça veut dire qu'il faudrait 1,44 années dans notre situation. Bon, donc, nous sommes voilà tout à fait armés dans des seuils qui sont tout à fait acceptables pour une structure comme la nôtre. Merci Arnaud, très clair. Une question d'actualité maintenant par rapport à l'intelligence artificielle. Y a-t-il des opportunités de croissance pour ICAP justement dans l'intégration de l'IA embarquée, notamment dans le secteur automobile? Alors, mon micro là. C'est nos clients qui vont nous brancher là-dessus. Nous, l'IA, on la voit plutôt en interne. Sur l'externe, en fait, c'est nos clients qui vont nous embarquer sur les développements électroniques. Alors ça, dire sur quoi ça va se faire, c'est un peu tôt pour le dire. On va suivre le marché. Par contre, en interne, oui, l'IA va nous aider à automatiser nos processus, à être plus efficace. Et c'est en travaillant là-dessus qu'on va réussir à maintenir l'effectif et faire de la croissance de chiffre d'affaires sans développer trop nos effectifs, à les contenir. Donc, bien sûr, on compte là-dessus. Merci Yann. On va revenir un petit peu plus sur les questions financières, notamment par rapport au BFR. Est-ce que les efforts sur le BFR sont durables? Est-ce que les trajectoires d'amélioration des marges peuvent être considérées comme linéaires? Alors, donc, sur la partie BFR, bien entendu, on a mis en place un certain nombre de dispositifs, on a fait des travaux de sensibilisation et d'éclairage à l'ensemble de nos équipes. Donc, il y a pas mal d'outils maintenant qui permettent d'avoir un suivi et une maîtrise de ces éléments-là. Donc, on s'attend pas effectivement à ce qu'il y ait de dérives ou en tout cas de modifications significatives de ces ratios de BFR. Sur la partie marge, on a donc évidemment fait une très bonne performance cette année. Donc vous l'avez compris en partie et donc en provenance des économies qu'on a pu faire sur nos prix d'achat et sur nos prix de transport. La réalité, c'est que lorsque le marché va redémarrer, on peut s'attendre à ce que on soit plus challengé sur les marges. Alors ça sera sûrement vrai. Néanmoins, on va dire les bonnes pratiques et les outils internes qui ont été mis en place, notamment par Yann et la direction commerciale, font que l'érosion de la marge auquel on peut s'attendre
ne pourrait pas être supérieur à un point et demi peut-être. Mais donc c'est dans cette optique-là qu'on est à l'heure actuelle. L'avenir nous le dira, mais en tout cas, nous avons mis à la fois les outils et les moyens à disposition pour maintenir ce niveau-là. Ce qu'il faut préciser, Arnaud, c'est qu'on est au-dessus de notre budget prévisionnel, au-dessus de notre business plan. Donc effectivement, quand les gros volumes qu'on attend vont commencer à revenir, on voit un petit peu la marge baisse un peu, comme le dit Arnaud, mais on est conforme à nos prévisions et pour l'instant, on reste au-dessus de notre BP. C'est ça le point important. Merci à tous les deux. Nous avons une question liée à la technologie et à la stratégie d'approvisionnement. Est-ce que vous constatez des ruptures technologiques dans la production de circuits imprimés? Notamment, la référence est faite à la production industrielle à jet d'encre, d'Altix. Est-ce que ce type d'innovation pourrait être de nature à réduire la dépendance à vos producteurs chinois? Pas pour l'instant. C'est difficile de dire que cette techno est une rupture technologique. Pour l'instant, en fabrication, on n'a pas vu de rupture. Ça fait plus de 30 ans que je travaille dans ce métier, on en parle tout le temps et on la voit pas arriver, la rupture technologique. Alors peut-être qu'à un moment, elle va arriver, on s'adaptera. On s'adaptera parce que je rappelle que notre métier, c'est d'abord d'être entre nos clients et les fabricants. Donc s'il y a une rupture technologique, à un moment, nos fabricants s'adapteront et on suivra. On suivra le mouvement. Merci Yann pour votre réponse. Nous n'avons pas de nouvelles questions pour l'instant. Donc, si vous le souhaitez, nous allons peut-être prendre une dernière question de l'audience et ensuite nous allons clôturer ce webinaire. Alors, peut-être une question par rapport au chiffre d'affaires. Est-ce que vous pouvez détailler le lien entre le coût de production en Chine et en Asie du Sud-Est et la baisse du chiffre d'affaires? Oui, bien sûr. Donc, comme Yann vient de le dire, nous sommes des intermédiaires. Donc, quand nous achetons moins cher, nous vendons nos produits moins cher aussi. Alors, ça ne veut pas dire qu'on répercute l'intégralité des baisses qu'on obtient en Chine, mais c'est comme ça que le marché est construit. Les prix d'achat, les prix de nos produits moyens, ils sont quand même connus sur le marché auprès de nos clients. Donc, c'est dans ce sens-là que l'effet de la baisse de nos prix d'achat ou du prix d'achat du produit circuit imprimé en Chine impacte notre résultat et le chiffre d'affaires. Merci Arnaud, très clair. Nous n'avons plus de nouvelles questions, donc je vous propose de clôturer la séance et je vais laisser la parole au management pour le mot de la fin. Merci à tous pour votre présence. J'espère qu'on a répondu aux questions, que notre présentation a été claire. En conclusion, Arnaud va me dire que j'ai pas le droit de le dire, mais si, une chose est sûre, c'est qu'on est confiant pour l'avenir et à titre d'info, vous irez consulter les publications de l'AMEF et vous verrez que l'année dernière, le fondateur et le CEO, moi-même ici présent, ont continué à investir dans le groupe au mois d'août à un cours bien supérieur à celui d'aujourd'hui. Voilà, ça c'est juste pour signifier notre confiance dans l'avenir. Merci à tous, je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Comment on coupe ça ?